kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Good morning, comrades. Retour à la maison pour Alex. Axel de Tarlet qui nous parle éco. Alexandre Cara qui va nous révéler ce matin encore une information politique de premier choix. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, on commence avec ce journal-là que je monte sur Europe1.fr, le journal L'Équipe qui a furieusement rétréci cette nuit. Il est passé au format dit tabloïd. L'objectif, c'est de relancer les ventes avec donc ce journal plus petit. Voilà, il a perdu 18 cm de hauteur, L'Équipe, 10 cm de largeur. Alors, il y a plus de pages maintenant. En fait, il a adopté le format de Libération ou d'Aujourd'hui en France. Et l'objectif, notamment, c'est que ce soit plus pratique à lire dans les transports en commun. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de bousculer le voisin pour regarder les résultats sportifs. Alors, est-ce que ça va relancer les ventes ? Bon, ça serait déjà bien que on leur souhaite. On leur souhaite, mais ça serait déjà bien que ça les stabilise parce que comme toute la presse, ça va mal. L'Équipe, moins 10% l'an dernier. Depuis 2011, ils ont perdu un quart de leurs lecteurs. Je parle sous le contrôle d'Alexandre Cara qui est passionné de sport. Les résultats, on va les voir sur le site, maintenant sur l'équipe.fr. Non, voilà. Forcément, et même avec ce format, ce sera plus facile à lire sur les tablettes, théoriquement. Oui, alors c'est l'un des autres avantages, effectivement, de ça. Mais vous me parliez du site l'équipe.fr. C'est vrai que tout le monde va sur le site l'équipe.fr. Plus de 5 millions de visiteurs uniques. La grande différence, c'est que l'équipe papier s'est vendue 1,30 €. Le site internet, il est gratuit. Voilà. Donc, et c'est ça le drame de la presse, et notamment de l'équipe. On ne peut pas dire qu'ils aient raté le virage internet. Ils ont un site qui marche très bien, mais qui ne rapporte rien, qui ne suffit pas à faire vivre la rédaction. De même, ils se sont lancés dans le multimédia avec l'équipe 21. Ben, cette chaîne, elle marche, mais elle perd 2 à 8 millions. Enfin, elle perd des millions d'euros. Et donc, c'est ça tout le problème de la presse, c'est que le multimédia est une équation qui ne tient pas la route, et on ne sait pas quelle est l'issue pour la presse écrite. Bah écoutez, il y en a une qui se dessine, ce sont les mécènes. Les mécènes comme Bernard Arnault, Patrick Drahi, etc. Je dis ça parce que Bernard Arnault a racheté... Il a racheté aujourd'hui, qui faisait partie du même groupe. Et on se demande si ce ne sera pas le sort de l'équipe que d'être racheté par un mécène. Le New York Times a été racheté aux États-Unis par Carlos Slim, qui est le roi du télécom au Mexique. Le Washington Post, une institution, appartient à Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas plus de tabloïds en France, parce qu'en Bretagne, on a ça depuis des années. Est-ce qu'il y a une connotation un peu, parce que les tabloïds, c'est des journaux un peu plus cheap et un peu plus people là. Voilà, mais qui se vendent 3 millions pour le Sun. Oui, mais ça baisse aussi. Et on y vient. Vous voyez, aujourd'hui, tous les journaux, le Libération, aujourd'hui, et maintenant l'Équipe, sont en format tabloïd. Et il y a une autre révolution dans l'Équipe ce matin. J'ai regardé, on parle du foot à la page 38. Vous imaginez, avant c'est tous les autres sports. Et il y a un dialogue très sympa à la fin de Fabrice Jouot qui imagine un dialogue entre l'ancienne équipe, donc le grand, et la nouvelle équipe, la petite. Et c'est assez savoureux. Allez, bonne chance à l'équipe. Tiens, Alex Taylor, on va retourner chez vous en Grande-Bretagne avec une première semaine agitée, turbulente pour le nouveau leader de la gauche britannique. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous rappelle, Jeremy Corbyn a pris les rênes du parti travailliste samedi dernier avec une victoire écrasante sur les modèles. C'est un peu comme si Jean-Luc Mélenchon avait pris les rênes du Parti socialiste en France. Alors la chose la plus importante, il vient de virer sa cutie sur l'Union européenne. Viscéralement, c'est quelqu'un qui est contre cette institution qui broie les droits des travailleurs devant la finance toute puissante. Mais hier, pour couper court à l'incertitude, il a publié un communiqué. Le Labour, les travaillistes, feront campagne. Donc pour le on va rester. Mais c'était un peu flou. Voilà, c'est clair. C'est pro-Union européenne. On ne sait pas trop pourquoi ou qui a influencé. Mais c'est d'ailleurs quelqu'un qui déclenche la polémique parce qu'on revient, c'est un peu un retour en arrière. On revient aux origines du Parti travailliste. C'est pas du tout un retour en arrière. C'est ce que lui vous dira. Mais en tout cas, on a vu ça toute la semaine. Lundi, on a un peu parlé en France pour la cérémonie pour les 75 ans de la bataille d'Angleterre. Cette anti-monarchiste encore viscérale a refusé de chanter God Save the Queen. Donc ça a fait le... Oui, absolument. On voit mutisme bouche cousue. Ce qui est plus drôle encore, et ce qu'on va pas dire en France, c'est qu'en tant que leader de l'opposition, il devient membre du conseil privé de la reine. C'est une institution vieille de 1000 ans que vous nous avez fourgué d'ailleurs avec l'inversion normande. Il devra donc s'agenouiller, lui baiser la main et prêter serment devant, je cite, sa personne, son honneur, sa couronne et sa dignité royale. On a hâte de voir ça, dis donc. Ouais, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il casse quand même les codes. Vous savez, les questions au Premier ministre, vous avez tous vu ça. Beaucoup de
un peu d'emphase dispute. dans tout Voilà, ça. Ouais. c'est très enfantin. Lui dit que c'est enfantin. Cette semaine, il a refusé de jouer le jeu. Il a fait un appel pour que les Britanniques lui envoient des questions par email. Il s'est limité à lire les questions devant le Premier ministre. Et puis, dernière chose avec les médias, il a une attitude radicalement différente. Un journaliste de Sky News pourchassé dans la rue l'autre jour avec son micro, on lui posait une question. Alors Blair ou Cameron se serait retourné avec un sourire ultra bright pour lui répondre. Lui, pas du tout. Il s'est retourné et il a dit « vous m'emmerdez ». Et puis il est parti. Réparons tout ça. Vous voulez en anglais ? Vous la chantez, vous Vous m'obligez à sortir de mon objectivité Non. journalistique, Non, Thomas. restez-y. Je refuse de le faire. Restez-y, c'est ça que vous ne connaissez pas les paroles, oui, surtout. Allez, Alexandre Carin, même. depuis plusieurs mois, c'est la guerre entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo sur l'ouverture des magasins le dimanche. Et vous nous révélez ce matin que ça ne s'arrange pas du tout. C'est clair, ça ne s'arrange pas, Thomas, à tel point que le ministre de l'économie a décidé de contourner l'obstacle, c'est-à-dire Anne Hidalgo, puisqu'il a consulté cette semaine l'ensemble des maires d'arrondissement concernés par les zones touristiques à Paris, parmi lesquels un certain nombre de maires de droite. Donc la future carte des ouvertures le dimanche à Paris est en train de se faire sans Anne Hidalgo. On imagine que la maire de Paris doit être assez furieuse, non ? Oui, je vous le confirme. Alors non seulement elle a saisi le Conseil constitutionnel, vous savez, pour tenter de reprendre la main sur le contrôle des ouvertures le dimanche, mais surtout elle refuse de parler à Emmanuel Macron. Celui-ci lui a proposé une réunion pour tenter de parvenir à un compromis. Réponse de Anne Hidalgo, niet, pas question de voir Emmanuel Macron, ni même de lui parler. Vous imaginez l'ambiance ? Évidemment. C'est tout ? Non, c'est pas tout. Ce que je vous dis ce matin, c'est que le tracé des zones touristiques à Paris va se faire sans Anne Hidalgo. Je peux vous dire que c'est même déjà fait, puisque le cabinet du ministre de l'économie est en train de mettre la dernière touche au tracé des STI, les zones touristiques internationales. La carte sera annoncée la semaine prochaine et publiée dans le même temps au journal officiel. Donc vous le voyez, Emmanuel Macron est en passe de remporter la première manche d'un affrontement, à mon avis, qui est loin d'être terminé et dont on aura l'occasion de reparler ici, Thomas. Eh bien, c'est sûr. En tout cas, c'est important ce que vous dites encore ce matin, c'est qu'Emmanuel Macron a trouvé une astuce, en quelque sorte, pour se passer de la maire de Paris. Elle en innove tout de suite. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, on innove du côté des loisirs ce matin avec un parc d'attractions d'un nouveau genre qui va ouvrir ses portes. Alors ça sera l'été prochain aux États-Unis. L'été prochain aux États-Unis, dans l'Utah. Alors ça va ringardiser totalement la sortie au zoo ou au cinéma, puisque dans ce parc, on sortira en famille dans un vaisseau spatial. On pourra escalader des temples aztèques ou tirer à l'arc du haut d'un château du Moyen-Âge. En fait, ce sera de l'immersion complète dans un jeu vidéo, mais en mieux, parce que là, en plus du son et de l'image, eh bien, on aura aussi le toucher. On sentira par exemple l'humidité sur le mur du temple aztèque. On sentira le vent du haut du château du Moyen-Âge. On sentira la pluie. Alors, c'est de la réalité virtuelle, totalement. Et alors, comment c'est possible de sentir la pluie, etc. Parce qu'en fait, ce parc, qui est un immeuble, en réalité, demande qu'à l'entrée, on s'équipe d'un équipement bardé de technologie. Ça va être une combinaison bourrée de capteurs, un casque à réalité virtuelle, des gants qui reproduisent la sensation de toucher. Et c'est tout ça qui permet de faire croire qu'on est Indiana Jones ou un super-héros de l'espace, alors qu'en fait, on est simplement dans une pièce quasiment vide. Moi, j'imagine que ça doit coûter une fortune, cette pièce vide. Alors pour le constructeur, oui, 13 millions pour construire ce parc qui est lancé par un ancien de la cybersécurité, 13 millions de dollars. Pour le visiteur, ce sera abordable. Ça coûtera $30 la sortie de 30 minutes pour voyager dans l'espace et dans le temps. C'est pas si cher. Et le créateur envisage de lancer comme ça 250 parcs de réalité virtuelle aux États-Unis dans les années qui viennent. Vous êtes client ? Ah oui, moi, on me met une combinaison et on me dit vous êtes sur Mars pendant 25 minutes voilà. pour 25 €, je trouve que c'est magique. Et ça s'appellera The Void, ce qui veut dire le vide, parce qu'en réalité, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est du vent. Enfin, ce sera très lourd. On sentira quand même une espèce de combinaison avec plein de petits tuyaux partout. On ne sera pas à l'aise. C'est une demi-combinaison. Je rêve déjà d'une primaire virtuelle avec un casque et une combinaison. Formidable. Il est infernal, il ramène tout à la politique, Alexandre Carin. Merci les amis, à lundi, 7h15 pour le kiosque d'Europe 1.